sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 8 décembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est temps d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. David, je rappelle que vous êtes cofondateur de la société iWave Capital. David, on va voir avec vous, dans un premier temps, l'inflation. L'inflation qui aurait atteint son pic dans les principales économies mondiales, aux États-Unis notamment, et en zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors ce qu'on voit dans les dernières statistiques, c'est que effectivement l'inflation se stabilise, mais il ne faut pas trop crier victoire. L'inflation est une variable qui a un certain degré de latence, qui perdure en fait dans l'économie. Elle ne va pas passer de 10% à 2%, l'objectif des banques centrales, du jour au lendemain, donc il faudra quand même continuer à surveiller la manière dont l'inflation se stabilise. Exactement, et puis on n'en sait rien non plus, peut-être que les banques centrales vont revoir à la hausse leurs objectifs d'inflation et peut-être que de 2, elles vont passer à 3-4% pour être plus proche de l'économie réelle. Vous parlez de la volatilité de l'inflation des différentes composantes, l'inflation latente. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les prix de l'énergie refluent, le prix du baril de Brent et de WTI sont passés sous les $80, ce qui est notable. À quoi est due cette baisse selon vous et est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que c'est le signe que l'inflation va refluer en 2023 ? Alors déjà, les politiques monétaires qui sont très restrictives ont pour objectif d'atténuer la demande globale et donc le pétrole, dans le sillage de cette demande globale qui peut se stabiliser, est bien en train de baisser. Depuis novembre, le pétrole a baissé d'à peu près 20%, il était à peu près à $100 le baril début novembre, il est à $77 à peu près aujourd'hui. Et effectivement, la contribution de l'énergie à l'inflation diminue, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Ok, très clair. Mais donc du coup, par la force des choses, remonter les taux d'intérêt a pour objectif finalement de ralentir l'économie. Ralentir l'économie, donc c'est amener l'économie en récession, ce qui finalement induit un risque pour les investisseurs à court terme. Du coup, inévitablement, les obligations souveraines sont censées repartir à la hausse. Cependant, on est en train de remarquer que finalement, après avoir atteint un pic il y a quelques séances, il y a quelques semaines, elles sont en train de refluer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, David ? Alors, les obligations. Alors, le marché est dans l'attente de ce pivot qu'on appelle le pivot. Oui, c'est le point d'inflexion, c'est le moment où la Réserve fédérale infléchira sur sa politique de resserrement monétaire. C'est ça. Alors, ce pivot semble être atteint vers le mois de mai 2023. Si on regarde la trajectoire des taux Fed Funds, on se rend compte qu'à partir de mai 2023, il est probable même, compte tenu de ce que l'on observe aujourd'hui, que la Banque centrale américaine diminue un petit peu ses taux. Et ce faisant, les obligations dans le sillage de cette politique monétaire se sont largement reprises, donc les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a eu un effet très positif pour les marchés actions donc depuis le début du mois de novembre. Le début du mois de novembre, alors effectivement, parce que si on va parler précisément du marché action américain, notamment du S&P 500, le S&P 500 qui était en chute libre depuis le début de l'année, qui se ressaisit finalement à court terme. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer sur le marché action américain ? Alors depuis le début 2022, il y a eu 3 reprises assez profondes, dont celle que nous avons observée, qui est une sorte de rallye de fin d'année. D'ailleurs, la taille de ce rallye de fin d'année correspond exactement à la taille du rallye de fin d'année de l'année dernière. Malgré tout, dans le temps qui est le nôtre, le temps macroéconomique qui est le nôtre, il y a ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire l'existence concomitante de l'inflation d'une part, et de la décroissance. La baisse de la croissance d'autre part. Alors si toutefois l'inflation commence à peut-être s'infléchir, en tout cas se stabiliser, il n'en demeure pas moins que du côté de la croissance, ça va un peu moins bien. J'en rappelle par exemple à vos auditeurs la publication de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis qui est passé sous les 50 et qui est une enquête donc tournée vers le futur et qui indique que la situation future n'est pas au beau fixe du côté de la croissance. Exactement. Alors l'ISM, effectivement, l'ISM c'est un sondage qui est réalisé auprès des directeurs d'achat et qui anticipe éventuellement les niveaux de commande de leur société. Effectivement, il est passé sous les 50, donc il est en contraction, mais ça reste de la prospective, donc c'est pas encore réellement
actuellement dans l'économie réelle. Du coup, on anticipe quoi? On anticipe un S&P 500 qui va finalement, après ce rebond à court terme, le S&P 500 pourrait refluer début 2023 selon vous? Il y a eu un rebond qui est l'espoir lié en fait à cette stabilisation de l'inflation, les obligations qui progressent, les taux d'intérêt diminuent, point d'inflexion de la politique monétaire. Ok, tout ça on l'a vu un petit peu, c'était un peu le scénario de novembre qui a produit ce rebond, mais il y a une situation macroéconomique qui s'appelle la stagflation et qui n'est jamais bonne pour les marchés actions. Oui, c'est très clair. Donc du coup, on peut finalement supposer que ce rallye à très court terme est un rallye un peu factice finalement, un peu par la force des choses, qui s'appuie sur des rumeurs éventuelles de pivot de la Réserve fédérale, mais finalement par force des choses, rien de concret. L'économie réelle n'y est pas encore. Cette hausse de taux, donc c'est ce resserrement monétaire aux États-Unis, donc il y a eu un impact sur les obligations souveraines qui elles-mêmes ont eu un impact sur les taux longs, ce qui a pénalisé les valeurs technologiques. On voit que le Nasdaq, ça a été catastrophique cette année. Alors justement, au sujet de la reprise qu'on a vue sur les marchés d'actions, qu'on a observé au mois de novembre, elle s'est produite, contrairement aux autres reprises qu'on a observées depuis le début de l'année, sans l'appui du secteur techno. Ce qui fragilise d'autant plus cette reprise du marché actions global du SP 500, sans les technos cette fois-ci. Donc, personnellement, compte tenu de la structure économique, et cette fois-ci le fait que ce rebond n'est pas accompagné par les technos, je ne suis pas très favorable pour l'instant, compte tenu de ce que j'observe sur la situation à moyen terme du marché action. Du marché action américain. Dans son ensemble. D'accord. Et vous faites le parallèle est transposable, enfin cette situation, ce paradigme est transposable au marché action européen? Alors, l'inflation aux États-Unis n'est pas exactement la même que dans sa composante, c'est ça. En Europe. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les différentes contributions, elles sont différentes. Donc on va dire que c'est une même maladie, mais avec des symptômes qui sont sensiblement différents. Donc on va dire qu'on ne peut pas précisément transposer ce qu'on observe aux États-Unis en Europe, puisque l'inflation, telle qu'on la palpe, est différente. En fait. D'accord, le traitement n'est pas le même. Le traitement pour lutter contre l'inflation aux États-Unis ne sera pas le même que pour lutter contre l'inflation en Europe. Vous avez choisi de nous parler de la consommation discrétionnaire aux États-Unis avec deux grandes entreprises, deux mastodontes. Un dans, je dirais, la distribution en dur, c'est Target, et un autre, la distribution à distance, Amazon. Les deux rencontrent des difficultés actuellement. Comment déjà vous l'expliquez et quelles vont être les conséquences? Eh bien déjà, comme je vous l'indiquais, finalement, le resserrement de la politique monétaire a une action en fait négative sur la consommation et l'investissement, et c'est quelque chose qu'on retrouve soit dans la consommation, je dirais, digitale avec Amazon, soit dans la consommation, je dirais, non digitale, c'est-à-dire avec des grosses structures de distribution comme Target aux États-Unis. C'est quelque chose encore dans la consommation discrétionnaire que l'on retrouve avec maintenant le géant automobile Tesla. Je parle en termes de capitalisation boursière, pas forcément en termes de qualité de sa croissance, et General Motors. Donc d'un point de vue digital, c'est un peu plus digital Tesla. C'est considéré comme une valeur tech en tout cas. Voilà. Et de la même manière, General Motors aussi est plutôt à l'agonie. Donc on va dire que du point de vue de la consommation discrétionnaire, qui témoigne un peu de la vigueur de la croissance aux États-Unis, eh bien on voit que des valeurs qui soient plus digitales ou plus réelles sont plus à l'agonie, en tout cas ne sont pas très appréciées par le marché à court terme. Par le marché à court terme, alors de toute façon c'est général, c'est-à-dire que quand on regarde cette semaine, ont été publiés les chiffres de l'épargne aux États-Unis, les Américains ont puisé dans leur épargne, ils en ont plus, donc la consommation inévitablement va ralentir. Ok David, écoutez, merci beaucoup, on a vu l'ensemble de ce qu'on voulait voir, on va peut-être revenir un peu sur le pétrole si vous le voulez bien, puisque c'est le sujet d'actualité en ce moment, le pétrole qui est passé sous les $80, effectivement lié à des perspectives de croissance mondiale, qui est censé... Alors, les grands instituts économiques, monétaires ont revu leurs prévisions un peu à la hausse, de récession au milieu du S2, on est passé à ralentissement. Selon vous, avec la Chine qui se réouvre, la politique Covid, zéro Covid, qui s'assouplit très nettement, les cours du pétrole ont atteint un point bas selon vous et vont rebondir? Alors si on regarde la structure du pétrole, en réalité, depuis 2022, le pétrole est assez stable.
autour de bornes environ 80 et 100 $. On est plutôt en dessous. Alors même que les stocks américains de pétrole, une statistique qui a été publiée récemment, ont diminué, ce qui devrait soutenir en réalité la demande, le prix du pétrole. Et ce qu'on ne voit pas nécessairement. Donc on va dire que le pétrole, pour l'instant, devrait normalement se stabiliser, en tout cas plutôt... Enfin, il était déjà dans un range, compris entre 80 et 100, il est plutôt en dessous. Alors, bon, c'est pas de très bonne augure pour la suite, en tout cas en termes de prix du pétrole. En termes de prix du pétrole, c'est bon pour le portefeuille des Français. De toute façon, pas à force des choses, hein, puisque finalement, un peu magiquement, ils vont cumuler baisse des cours du pétrole et aide étatique. Donc finalement... oui, on voit plus régulièrement quand on fait son plein d'essence qu'on paye moins de 2 € le litre, donc c'est plutôt une bonne chose pour les Français, et pour les Américains. Et pour les Américains, et puis donc pour la croissance mondiale. Merci beaucoup David Furcage d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la société iWave Capital. On va marquer une rapide pause et juste après cette pause, on parlera des 30 ans de l'Association française des analystes techniques avec son président Daniel Cohen-Delara qui nous présentera un événement majeur qui se tiendra la semaine prochaine en cette occasion. À tout de suite sur Téléfinance.